une partie de notre offre, c'est le temps justement qu'on donne aux autres et puis toutes les pensées aussi, je pense, limitantes qui viennent autour de ça parce que je pense qu'un des grandes problématiques en ce moment avec le coaching puis avec la consultation, c'est que on en reste à échanger notre temps contre de l'argent et parfois ça crée des dynamiques un peu étranges dans le sens de dire ah, mais est-ce que mes appels devraient être plus longs pour que ça ait l'air que j'ai plus de valeur? Ou des clients qui vont demander d'avoir un accès privilégié à un calendrier, ils vont demander des choses très dernière minute. Bref, il y a beaucoup de tensions autour de cette utilisation du temps d'un consultant ou d'un coach. Et je voulais vous parler aujourd'hui de quelques petites façons de vous assurer que vous restez en contrôle de votre temps, même si vous êtes en position de service. Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 80. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que l'énergie est au top, j'espère que vous êtes dans une bonne période, que ce soit au niveau de la production, création, influx d'argent ou ne serait-ce qu'au niveau simplement des idées parce que parfois on est dans des modes créatifs comme ça et on les apprécie pas autant qu'on pourrait parce qu'on est tellement débordé par tout un tas d'autres tâches, par tout un tas d'autres responsabilités qui viennent avec que ce soit gérer une business à temps plein, à temps partiel, lancer un projet, avoir une famille à côté de notre emploi. Je pense que je connais un peu toutes ces situations-là. Donc, je suis avec vous, mais j'espère quand même que le moral est bon. Alors, comme vous savez, moi, de mon côté, je suis en train de travailler toute la restructuration de mon offre de service parce que, bon, la pandémie achève et puis ça a été une année assez rock'n'roll pour pas mal tout le monde. Mais de mon côté, ça a été aussi un début d'année pleine de considération autour de ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné et aussi beaucoup plus d'informations sur là où je veux amener Aime ta marque dans les 3, 5, 10 prochaines années, qui sait. Et dans le fond, toute cette réflexion m'a amené à repenser un peu le positionnement de mon offre de service. C'est exactement ce que j'enseigne à faire à mes clients. Donc, je me suis donné ma propre médecine et je suis en train de, rechambouler un peu la façon dont je fais, dont j'offre mes services en notoriété de marque, en consultation, en coaching et aussi tout ce qui vient avec la création d'écosystèmes de marque. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais prendre en compte un peu cette réalité-là de être, je dirais pas tiraillé entre des projets, mais de devoir mettre son focus sur vraiment ce qui compte dans notre entreprise parce que je vois souvent des publications, que ce soit sur les réseaux sociaux ou des conversations que mes clients ont avec moi ou des choses comme ça, où ils me disent « Mais comment on fait pour gérer notre temps quand nos clients, ils nous demandent autant de jus? » Il y a toute tu sais, je veux dire, créer une offre. J'ai fait un masterclass sur comment j'en suis venue à mon offre de service avec la fabrique, puis une des premières questions, ça a été « Mais combien de temps ça t'a pris faire tout ça? » Donc, comment est-ce qu'on peut gérer, optimiser et vraiment plus protéger notre temps quand on est justement un coach ou un consultant ou quelqu'un qui travaille à son compte, mais qui travaille avec des clients. Puis pour moi, c'est important qu'on discute de ça, pas nécessairement si vous avez des produits digitaux et vous êtes jamais en face à face avec des clients, mais comment est-ce qu'on protège notre temps quand une partie de notre offre, c'est le temps justement qu'on donne aux autres et puis toutes les pensées aussi, je pense, limitantes qui viennent autour de ça parce que je pense qu'un des grandes problématiques en ce moment avec le coaching puis avec la consultation, c'est que on en reste à échanger notre temps contre de l'argent et parfois ça crée des dynamiques un peu étranges dans le sens de dire
Ah, mais est-ce que mes appels devraient être plus longs pour que ça ait l'air que j'ai plus de valeur? Ou des clients qui vont demander d'avoir un accès privilégié à un calendrier, ils vont demander des choses très dernière minute. Bref, il y a beaucoup de tensions autour de cette utilisation du temps d'un consultant ou d'un coach. Et je voulais vous parler aujourd'hui de quelques petites façons de vous assurer que vous restez en contrôle de votre temps, même si vous êtes en position de service. Alors, j'ai 4 choses que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Donc, 4 éléments qui, selon moi, sont à prendre en considération quand on veut protéger notre temps en tant que coach ou consultant. Et je vais commencer de but en blanc avec le premier, qui est, naturellement, de mieux qualifier ses leads, de mieux qualifier ses prospects. Je suis sûre que vous attendiez pas à ce que je dise ça en premier. Vous alliez peut-être penser que j'allais vous parler de gestion de calendrier ou des choses comme ça, mais selon moi, la plus grande perte de temps qu'on a dans une entreprise de service, c'est quand on passe notre temps à parler, à répondre à des courriels, à expliquer nos services à des gens qui ne sont pas intéressés ou qui ne remplissent pas les conditions de notre public idéal. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mieux qualifier nos leads quand on est coach ou consultant? Ben d'abord, la première étape, c'est naturellement de savoir les identifier, de savoir qui sont nos leads, à qui on s'adresse, OK? Puis ça, tout ça, c'est un travail de positionnement. Je sais que vous avez peut-être l'impression que vous savez exactement qui sont vos clients, mais là, je vous le dis par expérience, puis c'est pas pour vous dire que vous avez pas raison, mais par expérience, le travail de positionnement au niveau de notre audience cible est souvent très, très flou. Dans le sens qu'on a l'impression de savoir qui on sert, mais on sert bien souvent un public qui représente, dans le fond, nos clients alimentaires. Puis ça, c'est un concept que j'utilise souvent dans ma méthode d'apprentissage autour de la notoriété, c'est de faire la différence entre un client idéal et un client alimentaire. Un client alimentaire, on peut en trouver un peu partout, puis parce qu'on est tous des personnes pleines de débrouillardise et avec plus d'une corde dans notre arc, il y a beaucoup de chances qu'on va être capable de se trouver des clients alimentaires assez facilement. Donc, le client alimentaire va accepter de nous payer naturellement, mais comment on va le reconnaître, c'est que souvent, on va peut-être aller à l'extérieur de notre champ d'expertise ou de notre zone de génie parce qu'on a l'impression qu'on peut pas refuser ce genre de client-là parce qu'il est prêt à payer. Il y a un besoin et on est capable de le servir. Puis ça, je l'ai beaucoup vu dans ma propre histoire, surtout quand j'étais dans le domaine de l'emploi, de me dire OK, ben j'ai vraiment besoin d'une job et je suis capable de faire tout ce qui est sur la description de poste. Je suis pas mal sûre que je serais capable, d'accomplir tout ça assez facilement, mais il y avait pas peut-être de PEP ou de projet particulièrement stimulant pour moi où je me serais vraiment vue dans cette entreprise comme quelque chose d'autre qu'un exécutant. Donc, le client alimentaire, souvent, il va nous faire sentir comme un exécutant ou comme quelqu'un qu'on peut pas nécessairement laisser aller parce qu'on a l'impression qu'on doit payer les factures. Puis que ces personnes-là, ben, ils payent les factures, puis que notre client idéal, ben, il est beaucoup plus dur à trouver, puis il veut pas nécessairement payer, puis blablabla, blablabla. On se donne plein d'excuses, comme quoi qu'on n'est pas capable d'aller le chercher, alors que il y a des gens qui sont beaucoup plus, disons, accessibles, même s'ils ne correspondent pas exactement à ce qu'on voit pour nous-mêmes en termes d'entreprise ou d'entrepreneuriat. Alors, la première étape, naturellement, je vais pas rentrer en long et en large sur comment identifier notre client idéal parce que c'est un cours en soi et c'est quelque chose qu'on peut faire en coaching si jamais ça vous intéresse. Mais pour mieux qualifier ses leads, c'est sûr qu'il faut d'abord savoir comment, c'est qui, puis comment les identifier. Et ça, souvent, comment je suggère aux gens d'y aller, puis c'est ce que moi j'applique aussi dans ma propre entreprise, c'est d'avoir une certaine barrière à l'entrée et ces barrières-là peuvent avoir plusieurs formes. Mais ma préférée, c'est le questionnaire d'approche.
Personnellement, ça fait peut-être 1 an ou plus même que j'utilise un questionnaire d'approche pour réduire le nombre de temps que je passais en appels exploratoires. Puis ça, je suis sûre que si vous faites des appels exploratoires, vous allez savoir de quoi je parle. Et c'est de voir son calendrier, parce que souvent, on va utiliser un Calendly, un Acuity Scheduler, bref, un planificateur que les gens peuvent directement avoir accès à votre calendrier ou à des plages horaires dans votre calendrier. Et là, ben, soudainement, on se réveille, puis on a comme, bon, ben, j'ai genre 5 appels exploratoires cette semaine. Cool! J'ai 5 leads qui sont intéressés. Puis, la première personne se pointe pas. La deuxième personne, finalement, elle pensait que vous faisiez telle chose au lieu de telle autre. Puis, la troisième, elle vous parle pendant 1 heure, puis à la fin, vous lui dites votre prix, puis elle dit « Ah, c'est beaucoup trop cher, je vais te revenir », puis finalement, elle vous revient jamais. Fait que sur ces 5 appels, disons que vous en avez booké 2, vous en avez booké 1, mais vous avez quand même perdu peut-être 2-3 heures de temps en courriel, en gestion, en appel avec des personnes qui n'étaient pas qualifiées de prime abord et qu'on aurait pu facilement identifier. Ça arrive souvent aussi quand on commence à faire de la pub en passant, d'avoir un public, une attraction un peu moins qualifiée, parce que souvent, les gens qui vont venir par la pub vont être beaucoup plus, spontanés. Ils vont cliquer rapidement, ils vont remplir rapidement des informations, puis ils vont pas nécessairement passer le temps de réfléchir ou d'aller regarder votre site web ou de regarder votre offre de service. Donc moi, j'utilise le logiciel Dubsado qui gère mes workflows. Si jamais, je vais vous mettre le lien dans les notes de l'épisode si vous voulez aller regarder un petit peu comment ça fonctionne. Mais dans Dubsado, j'ai un workflow ou un processus qui s'appelle Leads et c'est associé à un questionnaire dans lequel j'ai des questions qui me permettent d'aller identifier si mon lead, si la personne qui veut prendre un appel avec moi rentre dans mon public cible. Et ce type de questions-là, ça peut avoir l'air de choses comme, décris-moi tes objectifs, pourquoi tu veux travailler avec moi, des questions à choix de réponse, par exemple, est-ce que tu as déjà fait des choses qui ressemblent à un travail sur la notoriété ou sur le personal brand. Bref, pas obligé d'avoir genre 5000 questions, mais juste des questions bien ciblées qui vont aller chercher l'information et aussi qui va vous préparer à cet appel exploratoire-là pour vraiment aller droit au but, parce que ça, c'est vraiment, c'est une autre chose dont je vais vous parler un petit peu plus tard dans l'épisode, mais ça nous permet d'être vraiment intentionnels avec nos appels exploratoires, puis pas d'aller dans plein de directions, puis pas que ça finisse par une consultation gratuite. Parce que quand on ne qualifie pas ses leads, le danger, c'est qu'on se ramasse à donner beaucoup de conseils et à vouloir beaucoup booker la personne. Et finalement, soit en arriver face à face à un client alimentaire ou justement à perdre notre temps parce que la personne n'était pas prête à payer. Alors, mieux qualifier ses leads. Deuxième chose, c'est bien sûr, d'optimiser ses processus. Puis ce que je vous dis avec Dubsado, c'est un petit peu ce genre c'est un petit peu pour ça que j'avais fait ça, surtout si vous êtes consultant, coach ou un entrepreneur qui est un solopreneur. Donc, vous n'avez pas nécessairement encore toute une équipe avec vous, avec un service à la clientèle, avec des assistants qui répondent à vos courriels et puis qui gèrent votre agenda. Moi, j'en suis pas encore rendue là, même si je vais bientôt être prête à faire le saut. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en tant que solopreneur, en tant que consultant, pour optimiser nos processus grâce à différents outils, différents logiciels auxquels on a accès grâce au web. La première chose à faire quand on veut commencer à optimiser ses processus, naturellement, c'est de les cartographier, de les mapper. Donc, qu'est-ce qu'un client... qu'est-ce que je fais dans mon entreprise qui est récurrente et qui suit tout le temps le même chemin, OK? Puis là, je vous donne un exemple. Moi, quand je prépare mes entrevues de podcast, la publication d'un podcast suit toujours le même workflow. Il y a la préparation, il y a l'enregistrement, il y a le montage et puis il y a la promotion. Et
c'est plus facile, ça a été plus facile pour moi. C'est sûr que là, tout ça existe dans ma tête, mais à un moment donné, j'ai fait, OK, il va falloir que je délègue certaines parties, il va falloir que je vois s'il y a certaines choses que je peux, par exemple, affiner. Et puis, pour faire ça, ben la première étape, c'était naturellement de tout écrire ce que je fais, dans quel ordre et pourquoi cet ordre-là était important, pour ensuite documenter ces processus-là si jamais j'avais besoin de les déléguer ou trouver le bon outil pour m'aider à telle étape. Puis là, comme par exemple avec mon podcast, ben ça passe aussi par un formulaire d'Obzado. Ben là, grâce à ça, j'ai des courriels automatisés qui rappellent à mes invités c'est quand la date de leur entrevue, qui leur donne les liens vers les espaces d'enregistrement, qui leur envoie les détails techniques, qui leur envoie, tu sais, il y a beaucoup de ces courriels-là qui, à la place qu'ils soient faits par moi, ben là, je peux juste aller ajuster certaines petites choses dans mon fichier et ensuite, ben c'est automatisé. Donc, l'automatisation des processus, naturellement, ben c'est quelque chose de super, super, super utile qui va vous faire sauver beaucoup de temps, mais pour ça, il faut d'abord cartographier, mapper vos workflows. Là, je vous parle de podcast, mais c'est la même chose avec des clients, tu sais. Moi aussi, j'ai des workflows qui sont pour des nouveaux clients. Puis là, bon, vous savez, j'utilise Notion. Je vais vous mettre le lien vers l'épisode que j'ai enregistré avec Julia Coudert où on parlait de Notion. Mais sur Notion, par exemple, j'ai des projets préfaits, j'ai des gabarits de projets, j'ai des gabarits de portail client, j'ai des gabarits de listes de tâches qui, bon, disons que je book un nouveau client, ben là, je sais que je vais avoir à faire toute cette liste de tâches-là. Ben, d'un clic de bouton, je peux créer toutes ces tâches directement et les mettre à mon agenda. Même chose avec des projets qui sont déjà pré-peuplés. Et ensuite, ben, c'est juste une question d'aller ajuster certaines automatisations. J'utilise maintenant Zapier. Maintenant que Notion a un API, il se connecte à d'autres plateformes et donc ça rend la chose encore plus facile parce qu'on peut encore plus automatiser directement à partir de notre contenu. Alors, moi, ben, j'ai beaucoup d'outils dans mon arsenal. Là, je vous ai nommé Notion et Dubsado, mais il y en a plein d'autres, comme par exemple, tu sais, j'aime beaucoup que je puisse prendre un rendez-vous. J'ai intégré Zoom à mon calendrier Google. Donc, quand je prends un rendez-vous avec quelqu'un, j'ai pas besoin d'aller créer le rendez-vous dans Zoom, puis après ça, lui envoyer le lien Zoom. Je peux directement créer le rendez-vous dans mon calendrier Google, ajouter le lien Zoom, et puis envoyer l'invitation, et puis bon, tout est à la même place. Et après, naturellement, grâce à Zapier, maintenant, ça s'ajoute à mon calendrier Notion pour mes workflows. Donc, il y a plein de petites choses comme ça que d'un clic de bouton, je peux m'économiser des minutes et des minutes de gestion de clients ou de gestion d'appels, des choses comme ça. Dernière petite affaire à laquelle on pense peut-être pas dans l'optimisation des processus, c'est les réponses préfaites et les foires à questions aussi. Par exemple, depuis quelques temps maintenant, puis aussi parce que, bon, encore une fois, j'ai pas personne au service à la clientèle, donc je voulais gérer les attentes de mes clients et des gens qui me contactent. Sur mon courriel, j'ai un message automatisé que dès que quelqu'un m'envoie un courriel, il va recevoir un message qui dit « J'ai bien reçu ton courriel, tu vas recevoir une réponse, blablabla, dans les 48 heures. Si tu es un de mes clients, tu es en priorité, dadadidadada. » La mienne est assez minimale, mais à l'avenir, j'aimerais rajouter aussi peut-être des questions fréquemment posées, comme par exemple, si tu veux de l'information sur mes coachings, voici la page. Si tu as une question à propos de, disons, telle formation, voici les questions les plus couramment posées. Pas en mettre 1 million, mais avoir des réponses comme ça automatisées. Ça fait que on peut s'éviter aussi un petit peu de service à la clientèle en ayant identifié les choses où ça bloque le plus. Et quand on voit naturellement qu'il y a quelque chose qui bloque dans un processus client ou qu'il y a un client qui pose toujours les mêmes questions, ben c'est sûr que si on va régler ça à la source de la friction, que ce soit au niveau du logiciel, en faisant un petit vidéo explicatif dans notre formation ou quelque chose comme ça, ben là, on va s'éviter aussi beaucoup de temps à gérer un peu les problématiques des autres. Numéro 3, si possible, naturellement,
déléguer le plus possible tout ce qui est la gestion du back-end. Okay? Moi, j'aime être le visage ou la personne avec qui on communique de prime abord. Par contre, il y a des choses, comme je vous ai dit, avec le podcast, que j'ai délégué, avec certains de mes réseaux sociaux, comme pendant un temps, Pinterest était délégué. Donc, tout ce qui est plus en arrière, qui est pas... Tu sais, je délèguerais pas ma création de contenu, par exemple, parce que moi, j'écris mon contenu, mais des choses de plus d'administration, de gestion. Là, genre, j'ai quelqu'un qui s'occupe de ma comptabilité. Donc, c'est sûr que ça nous sauve beaucoup, beaucoup de temps. Mais tout ce qu'on n'est pas capable d'automatiser, ben là, c'est possible d'aller le déléguer. Puis des fois, c'est juste une question de s'assurer que les automatisations fonctionnent bien. Tu sais, j'ai quelqu'un j'ai délégué ma maintenance de site web, juste pour s'assurer que je veux pas être celle qui réalise que mon site est down et là, je dois appeler l'hébergeur des dadadi. Donc, je préfère que quelqu'un regarde ça, s'occupe de ça si jamais il y a un problème. Et après ça, s'ils ont besoin de moi, ben là, on m'en parle. Mais autrement, tout ça est délégué. OK, numéro 4, puis là, ça revient un petit peu à ce qu'on a parlé en 1 et 2, c'est d'être très intentionnel avec nos appels exploratoires. Et ça, c'est une des choses que je vois le plus souvent chez des nouveaux consultants, des nouvelles coachs aussi, qui vont vraiment vouloir impressionner leurs prospects et vont tellement en donner en appel exploratoire que ils ont presque donné toute la valeur dont ils auraient pu donner, ou ils l'ont donné à des gens qui étaient plus ou moins intéressés ou plus ou moins qualifiés. Alors, comment devenir vraiment intentionnel avec ces appels exploratoires? Moi, j'ai 2 petits conseils pour vous ici. La première, c'est de limiter le temps des appels. Mes appels, personnellement, ne durent pas plus que 20 minutes. Bon, des fois, ça arrive que ça dure plus que ça, mais c'est parce que je l'ai vraiment fait intentionnellement, puis j'avais envie, genre, de continuer la conversation avec la personne. Mais autrement, j'essaie vraiment de m'assurer, et je le dis dans le courriel de confirmation, c'est un appel de 20 minutes. Nous allons parler de ça dans cet appel-là. Et est-ce que tu as besoin de venir préparer? Oui, non. Tu sais, je veux dire, j'ai déjà de toute façon le formulaire que la personne a rempli pour prendre cet appel-là. Et j'ai déjà pas mal l'information dont j'ai besoin. Il faut juste que j'aille valider avec cette personne-là certaines petites choses, ou je veux juste l'entendre le dire de sa propre façon. Et là, l'appel exploratoire devient vraiment un espace pour moi de fermer le compte, tu sais, comme d'obtenir le contrat ou de donner les informations nécessaires, ou de juste closer, tu sais, de juste closer en donnant la confiance au prospect qu'elle est à la bonne place, que je suis la bonne personne pour l'aider, puis tout ça. Donc, en limitant le temps, ce que ça implique aussi, ça implique qu'on est le leader de la conversation. C'est nous qui allons s'assurer qu'on pose les bonnes questions, on redirige la conversation aux besoins, on regarde justement que le temps, genre, ne file pas trop, parce que le prospect, puis ça, c'est aussi quelque chose que vous pourrez expérimenter, le prospect, le lead, lui, il veut régler son problème. Et si le message qu'on envoie, c'est qu'on est juste là pour l'écouter, nous dire quel est son problème et comment le régler, ben là, il sent pas qu'on est dans la position de leader, de contrôle pour pouvoir l'aider nécessairement. Donc, d'être directeur dans une conversation, ça veut pas dire nécessairement de lui couper la parole, mais tu sais, de gentiment rediriger la conversation vers l'objectif et de s'assurer qu'on va pas aller chercher plus d'informations que nécessaire, vraiment rester à l'essentiel et peut-être même le framer comme étant c'est du respect de son temps et de notre temps aussi. OK? C'est un respect de tout le monde que de dire on va limiter cette conversation-là parce que c'est juste un appel exploratoire. Si ensuite on veut travailler ensemble, ben là, à ce moment-là, on va être dans un contexte beaucoup plus balisé. Soit vous envoyez un contrat, soit vous avez votre paiement, mais à ce moment-là, ça va être vraiment honnête, qu'est-ce qui se passe? On va commencer le travail. Mais l'appel exploratoire n'est pas un appel de travail. C'est pas non plus un appel dans lequel vous devez montrer, genre, qu'est-ce que vous êtes capable de faire, à quel point vous êtes intelligente ou des choses comme ça. C'est juste pour valider le fit. Et si vous aviez déjà un questionnaire, ce fit a déjà commencé à être validé. Si vous êtes au bout du fil avec cette personne-là, c'est parce que probablement vous êtes un bon fit pour travailler ensemble.
Finalement, mon dernier petit conseil pour protéger son temps comme coach ou consultant, c'est de standardiser son offre. Et ça, on n'y pense pas souvent non plus, et c'est quelque chose que je travaille avec mes clients bien souvent après qu'on ait vraiment ancré le positionnement au niveau de la vision puis de l'audience. Mais là, de savoir... d'être capable de pas juste rentrer dans « bon, je vais t'aider », puis là, à chaque fois qu'on parle à quelqu'un de nouveau, on doit recommencer à zéro tout le processus de soumission, réfléchir, tout ça. Quand on standardise notre offre, on sait que notre client, quand on lui parle, va rentrer dans 1, 2, 3 ou 4 grandes catégories d'offres parce qu'on a des packages. On n'est pas obligé de promouvoir ces packages-là ouvertement sur notre site web ou quoi que ce soit, mais juste le fait de savoir que, par exemple, tel budget correspond à tel type de service, tel client qui vient avec tel besoin, voici plus ou moins les processus qu'on va suivre pour arriver au résultat. Tu sais, tout ça rentre dans l'idée d'être premièrement, le leader, de cette expertise-là, le leader de la conversation, mais d'avoir une offre standardisée pour soi nous sauve beaucoup de charge mentale à essayer de tout le temps essayer de régler un problème de l'autre et là, de probablement tomber dans le piège du client alimentaire parce que on veut tellement obtenir le client qu'on oublie de rester dans notre zone de génie. Donc, en standardisant l'offre, en ayant des forfaits, des packages ou en travaillant de cette façon-là, on s'évite de donner des mauvaises attentes, tu sais, de baliser les mauvaises attentes entre nous et notre client. Et aussi, on s'assure de rester dans un cadre très défini dans la prestation de cette offre de service-là. Et c'est beaucoup plus facile aussi pour nous de dire est-ce que ça va être un oui ou un non, au lieu de toujours commencer à négocier avec le client. Mais là, on pourrait faire ça aussi, puis là, après ça, de se casser la tête, est-ce que je peux vraiment faire ça? Est-ce que ça me tente de faire ça? Est-ce que je suis bonne à faire ça? Et l'angoisse qui s'ensuit. Donc, c'est un petit peu une réponse aussi à tout ce qui est custom. Et puis, je tiens à vous dire que de standardiser son offre, c'est pas nécessairement au détriment de offrir un service de haute qualité et un service individualisé. Comme par exemple, puis là, je vous donne l'exemple de mes coachings. Mes coachings sont très standardisés dans leur offre. Il n'y a pas plusieurs... Tu sais, je fais pas du custom au niveau genre, ben oui, moi, je vais te faire... tu sais, moi, quand tu travailles avec moi, ça marche comme ça. C'est aux 2 semaines les appels durent tant de temps, voici ce qu'on va faire, voici le cheminement qu'on fait. Tu sais, qu'est-ce qu'on va dire, comment est-ce qu'on va l'approcher, les outils sont les mêmes plus ou moins, on va utiliser les portails clients, des choses comme ça, mais c'est très rare que je vais abroger, non, c'est-tu un mot ça? Non. Aller à l'extérieur, dans le fond, de la structure que j'ai créée pour moi-même parce que tout dépend de cette structure-là et aussi, c'est très sécurisant pour un client de savoir qu'il est pris en main dans une structure qui a été testée et éprouvée. Donc, pour tout ce qui est custom, quand on est plus comme un... Ben, là, ça serait tout un autre épisode que j'enregistrerais, là, de parler du custom versus genre du standardisé. Mais je voulais juste, dans le fond, vous laisser avec cette réflexion que même si vous pensez que vous ne pouvez qu'offrir du custom, il y a toujours une façon de standardiser jusqu'à un certain point votre offre parce que, de toute façon, votre positionnement va vous amener à packager ça d'une certaine façon. Alors, pour récapituler, on a mieux qualifié ses leads, une façon de protéger son temps quand on est coach et consultant, optimiser ses processus, on a délégué naturellement, puis je vous laisse un épisode avec Josiane Morinville qu'on avait enregistré sur le sujet, être très intentionnel avec les appels exploratoires et standardiser son offre. Si vous avez d'autres idées que vous aimeriez ajouter à cette liste, mettez-les dans les commentaires de cet épisode sur mtamarc.com/80. Sinon, si vous avez 2 minutes et vous avez apprécié les conseils, allez donc me laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast et me dire pourquoi vous aimez suivre l'ambition au féminin. Sur ce, je vous retiens pas plus longtemps et j'espère que ça vous a donné des inspirations et des idées pour protéger votre temps qui est si précieux et je vous souhaite une excellente journée.
Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profite-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!